bonjour YouTube. On relance du Rogue Trader, ça faisait longtemps. Enfin, ça fait très longtemps et je veux terminer Rogue Trader parce que c'est un jeu qui me tente de fou. Et comme j'ai, comme vous le savez, j'ai mon disque dur de 2 Tera maintenant, je peux me permettre de lancer plus que 2 jeux sur mon PC, d'installer plus que 2 jeux sur mon PC, c'est-à-dire, la dernière fois c'était Baldur's Gate qui prenait 100, 120 ou 130 gigas, et Total War qui en prend 100, 115 ou 130 aussi, un truc du genre. Donc bon, en 2 trucs, j'avais quasiment plus de place sur mon PC en comptant tout le logiciel et système d'exploitation et autres. Donc... créez votre propre libre marchand. Les possibilités sont infinies en termes de personnalisation du personnage et de choix de son origine, et de son monde, de son sexe et de ses antécédents. Vous avez également accès à un vaste éventail de capacités et de compétences, aussi bien pour le combat que les interactions sociales et les aspects techniques qui détermineront la façon dont votre personnage interagit avec le monde de jeu et le type de défi qu'il peut relever. Donc basiquement, sur quoi mon personnage va être efficace, quoi. Enfin, vous pouvez choisir l'archétype de votre personnage. Chaque archétype offre des possibilités et des défis uniques. Toutes ces options de personnalisation vous permettent de créer un libre marchand unique et de vous lancer dans une aventure inédite dans le monde de Warhammer 40K. Alors, oh la vache, lui il a la moustache de bourrin. Ah là là, mais même quand tu regardes dans l'univers de 40K des riches, t'as l'impression que eux-mêmes c'est des pauvres, c'est assez impressionnant. Tu sens qu'il y a un côté ultra... bah c'est le grimdark quoi, c'est le côté grimdark. J'avais mis ça la dernière fois, je me souviens, j'avais mis cette image là pour mon perso. Pouah, non mais il y a des persos d'un charisme. Ils ont tous un charisme de fou, tu vois. Tous un charisme monumental. Oh alors lui putain, si lui tu lui mets une armure de White Scar, on voit pas la différence hein. Oh, lui, il me fait penser à un des Planeswalkers alors, putain, il me fait penser à qui, déjà? Lui, il me fait penser à Tezzeret, direct. Lui, j'ai l'impression que c'est Tezzeret, comme s'il était arrivé dans 40K en mode... Wouhouhou. Voilà. Ah non, c'est pas une Repentia parce qu'elle a des habits. Comment tu reconnais une Repentia? Elle a pas d'habits. Voilà, elle a pas d'habits. Elle n'a que la protection de l'empereur. Yes, non, mais... Yes. Oh lui il a une mâchoire de porc. Non mais on va garder lui. C'est celui qui me ressemble le plus à proprement parler. Donc apparence. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent. What? Ah oui non c'est le sexe, d'accord. Visage donc. Plus un visage... Non, moins... Non. Oh putain, ça c'est une tête d'Ogrine, ça je reconnais. Ça c'est une tête d'Ogrine, ça monsieur, je reconnaisse. Je reconnaisse. Ouais, non, bah... Celle-ci est bien. Celle-ci est bien. Bah très clairement moi je suis tout small. Je suis tout small mais bon vu que bon l'entraînement physique va recommencer, je risque d'arriver à cette forme là, donc ce serait pas étonnant. Tain, est-ce qu'on s'en tamponne pas un peu le cul parce que de toute manière on sera sous 40 kg d'armure je pense, ou de vêtements, donc bon voilà. Alors les cheveux ça c'est important hein, bien évidemment hein. C'est vrai qu'on peut faire Lord Farquaad, oh j'avais oublié. On peut faire le Lord Farquaad. Mais ça c'est assez proche de ce que j'ai, mais mes cheveux sont beaucoup plus longs que ça. Mes cheveux ils arrivent à peu près ici maintenant, ils arrivent au creux de mon dos. Enfin pas au creux parce que le creux c'est ici, mais ils arrivent au niveau des omoplates. Du coup est-ce qu'on peut avoir une longue truc de cheveux? Non. Oh les musiques, putain mais quel bonheur. Non, bah, le meilleur qu'on aura, ce sera lui, hein. Ce sera lui, le seul, le plus proche de ce que j'ai moi en termes de visage. Enfin, en termes de cheveux et tout. Oh, on peut lui faire une mouche.
Par contre, à chaque fois qu'on prend un truc, si ça défait le truc, c'est un peu chiant. On peut avoir moult tatouages à l'infinitum. Attends, c'est un tatouage hérétique, ça? Ah non, c'est... Alors, non, c'est pas hérétique. C'est inquisitorial. C'est pas pareil. Il y en a, ils tapent pour l'empereur, et d'autres, ils tapent pour les dieux du chaos. Est-ce qu'il y a une vraie diff? Augmentation. Bon, de toute façon, les augmentations ne changent pas grand-chose. Petite tête d'acier, là, pour mettre des gros coups de front. Une plaque nasale. Petit nez d'acier. Petite tête cyborg. Il n'y a pas d'augmentation au niveau des yeux. Tu peux pas avoir l'œil de Yarick. Bon, en même temps, l'œil de Yarick, c'est censé être un rayon laser qui tire, donc bon, calmons-nous quand même. Mais on peut pas avoir un truc à la Yarick. Oh, ça, c'est quoi ça? Ah, c'est des petits points, d'accord, ok. Petite mâchoire renforcée. Non, non, ça c'est bien pour avoir le côté sur la brûlure du visage et tout. Mais on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir cette brûlure là sur le visage. Sourcils, pilosité faciale, putain c'est vrai, bah on va faire ma... Oh la barbe à la Kratos. Bon alors qu'on soit clair, j'en suis pas à ce point là. Moi c'est un peu moins fourni. Mais très clairement, j'ai cette taille-là hein, de barbe. Hein. Je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, il y a tout ça de barbe. Mais c'est pas aussi fourni sa mère. Regardez sur les côtés. Ça fait enfant quoi. Elle est très stylée celle-là. Ouais, celle-ci serait plus proche de ce que j'ai. Bah, quand je me rase correctement, ça donne ça à peu près. Ça, voilà, là c'est bien. Là, on est sur un truc bien. Là. Couleur de la barbe, non, mais on est en full noir. Hein, ça, c'est pas un problème. Sourcils, bah, on n'a pas besoin de s'emmerder. On peut les faire un poil plus fin, mais les gros sourcils permettent de donner un peu de relief au visage, donc c'est pas mal. La voix. Lance batteries, volley! Through chaos, I stride. Behold the wrath of madness. Behold the wrath of madness. Putain, quel enfer. Ah ouais. Je suis ici pour venir vous commander. Looks like we have a problem on our hands. Looks like we have a problem on our hands. Je sais même pas ce que ça donnerait pour moi. New challenge for me. New challenge for me. Non, ouais, non, c'est pas mal. Non, homme audacieux. C'est bien. I don't need luck. I have strategy. Pragmatisme. Ça, alors, la voix qu'il a me va. Elle est ok tiers. Mais la phrase qu'il a sortie, j'ai pas besoin de chance, j'ai la stratégie. Et ça me plaît. Ça, c'est très ma mentalité à moi. Alors, monde hostile. Hors monde. Ok, donc là, le monde duquel on est originaire. Ce monde hostile, la végétation, les animaux et parfois l'environnement lui-même prennent des formes menaçantes et meurtrières impropres à la vie humaine. Katachan pour la plus connue, Katachan. Cadia aussi, mais Cadia c'était plus un monde impérial, un monde forteresse. Mais Cadia très clairement c'est pas la nature qui te voulait du mal, c'est le fait que le machin était juste à côté de l'œil de la cicatrice maledictum. Enfin avant que la cicatrice maledictum grandisse quoi. Alors, bien qu'extrêmement difficile à coloniser, de nombreux mondes hostiles abritent de précieuses ressources dont l'exploitation n'est possible que grâce à l'implantation d'un avant-poste ou une autre forme de présence humaine à la surface de la planète. Les populations des environnements hostiles comptent parmi les plus robustes et résilientes de la galaxie. Les individus jugés inaptes meurent jeunes. Oui, non, complètement, c'est ça la logique. Hein.
Alors, plus de force, d'endurance et d'agilité. Alors, c'est là où on va rentrer dans un monde. Bien sûr, c'est une création de personnage sur un RPG. On va se faire chier pendant 4 heures à lire des stats. Pour comprendre. Il y a un moment... c'est ça la logique. Alors, la force représente la force physique d'un personnage. Elle détermine les dégâts qu'il inflige avec les armes de mêlée. Ce qui lui permet de soulever des objets lourds. Un 09 que je ne connais pas. Bah non, je vais pas te répondre en fait. C'est ta mère. Qui inflige avec les armes de mêlée et lui permet de soulever des objets lourds. Pour chaque point bonus de force, le personnage inflige 5% de dégâts 5% de dégâts supplémentaires avec les armes de mêlée à une main et 10 avec les armes de mêlée à deux mains. Elles influent également sur la compétence d'athlétisme. Ok. Endurance. L'endurance définit la capacité d'un personnage de supporter la douleur, à résister aux toxines, à l'environnement toxique, aux maladies et autres affections physiques. Elle augmente les chances de résister aux effets physiques négatifs, ainsi que le nombre de blessures de la réserve du personnage, basiquement nos points de vie. Pour chaque point d'endurance, le personnage bénéficie de 10% de blessures en plus, donc 10% de points de vie en plus. Augmente aussi la résistance aux intoxications, ok. Mesure la rapidité, les réflexes et l'équilibre d'un personnage. Une grande agilité permet à un personnage de manipuler délicatement des explosifs instables ou de traverser sans encombre un terrain périlleux. Améliore l'initiative, les chances d'esquive, la réactivité du personnage. S'il utilise une arme de mêlée, sa réduction d'esquive est égale à la moitié de son agilité. D'accord, ok, réduction d'esquive. Donc plus tu es agile, plus tu peux facilement toucher des gens qui veulent esquiver. Logique. Intelligence mesure la perspicacité, la raison et les connaissances du personnage. Pour chaque point d'intelligence bonus, les personnages infligent 5% de dégâts supplémentaires lorsqu'ils effectuent une attaque de zone à distance, hors attaque de rafale. D'accord, donc en fait l'intelligence augmente les attaques de zone. Ok. Elle influe également sur les compétences de connaissance au niveau de l'impérium, du warp, de la xénologie, de la logique médicae et de la technomaîtrise. Oui, jusque-là rien de nouveau. Sociabilité représente les capacités d'un personnage à interagir avec d'autres, à les duper, à les charmer ou se lier d'amitié avec eux. Un haut niveau de sociabilité l'aidera à trouver un moyen d'approcher un ensemble de serviteurs peu sociables ou trouver facilement un accord avec des marchands perfides. La sociabilité influe également sur les compétences persuasion, coercition et commerce. Ok. Alors les talents, alors là ça va être encore un autre délire. Parce que là, vraiment, on va rentrer dans le steak et les patates du jeu, hein, steak and potatoes, meat and potatoes du jeu. Les personnages des mondes hostiles bénéficient de 15% de chance de coup critique contre les cibles affectées par l'effet saignement ou dont la réserve de blessure maximum est inférieure ou égale à 50%. Donc, basiquement, on fait ça pour créer quelqu'un qui va jouer crit. Chasseur impitoyable, c'est pour du crit. Arme de confiance bénéficie de plus 10% de chance de coup critique lorsqu'il utilise des haches, des marteaux et des armes laser. Ok, donc lui, les armes de confiance qu'il a, ok, très bien. Donc plus 10% de crit, et là, plus 10% de, plus 15%, t'es à 25% de chance de crit. Hein. C'est pas dégueu, hein. Animal blessé. Chaque lésion augmente de 5% l'agilité et la volonté des personnages des mondes hostiles. Chaque traumatisme équivaut à 3 blessures. Si un personnage est victime d'au moins 3 lésions, ne les soigne pas à l'aide d'un medikit, les lésions se transforment en traumatisme. Les traumatismes réduisent la détermination du personnage et lui infligent également des effets négatifs supplémentaires qui dépendent de leur spécificité. Les traumatismes ne peuvent disparaître et être complètement soignés que dans les quartiers privés du libre marchand sur le vaisseau spatial. Et chaque traumatisme équivaut à 3 blessures. Ah, donc 3 points de blessure, c'est ça ? C'est ça. Donc quand tu prends un traumatisme, t'as 3 points de vie max en moins. Enfin, tu peux pas régénérer ces 3 points de vie max là, quoi qu'il arrive. Ok. Instinct de survie, j'avais pas vu. Une fois par combat, lorsque la réserve de blessures d'un personnage d'un monde hostile passe sur les 30%, il obtient un bonus de plus 20% de ses blessures maximum sous forme de blessures temporaires. Donc il obtient un shield, basiquement un shield de 20% de ses PV max. Non, de 20% de ses PV. Max, ouais. Le personnage du monde hostile reçoit également un bonus d'esquive et d'armure de 20% à condition d'avoir au moins une blessure temporaire, quelle qu'en soit la source. D'accord, donc en fait ton objectif c'est d'être blessé. Donc ça c'est tu crées un tank en fait. Avec ça tu peux créer un tank ou un berserk dans l'idée je pense.
plus un tank. Ouais, c'est plus un bruiser, c'est grosso modo tu vas faire un bruiser quoi. C'est tu vas dans le combat et même si t'as perdu des points de vie, boum, t'as un shield qui te permet d'encaisser la prochaine attaque et t'es capable de résister mieux et d'avoir plus d'esquive et d'armure. Donc c'est intéressant. Toute une vie de cicatrice. Les personnages des mondes hostiles subissent bonus d'endurance en points de dégâts de feu. Hein? Attends, what? Les personnages des mondes hostiles subissent bonus d'endurance. Points de dégâts de feu, de dégâts toxiques et d'effets de saignement en moins. Ok, oh putain, la phrase elle est un peu imbouffable. Hein. Donc c'est à dire que grosso modo, quand tu prends des dégâts de feu, de toxiques ou des effets de saignement, tu les réduis d'une partie de ton endurance et ténacité. Une fois par combat, lorsqu'un personnage d'un monde hostile est frappé d'étourdissement, d'aveuglement ou d'immobilisation, cet effet est ignoré et il obtient 20% à sa réserve de souffle. De blessure temporaire, ok. C'est un tank. C'est clairement un tank. Clairement, tu prends monde hostile, c'est que tu as envie de te diriger vers un domaine plus tanky. Très clairement. Hors-monde. Les hors-mondes sont des êtres humains nés dans les entrailles d'un vaisseau spatial ou à bord d'une antique station orbitale. Ceux qui ont toujours vécu dans l'espace s'habituent à un certain point au processus d'altération de la réalité inhérent au voyage dans le warp et à la vie dans des environnements à gravité faible ou nulle. Ils ont généralement les traits tirés et la peau pâle. Ils peuvent même représenter des difformités minimes ou se distinguer par une élocution, une démarche ou une allure singulière. Chance! Lorsqu'un personnage hors monde peut relancer un personnage hors monde peut relancer un jet de dés lié à une attaque, une esquive, une parade, une caractéristique ou un test de compétence manqué avec 20% de chance de réussite. Ces chances ne peuvent être supérieures aux chances de réussite de jet de base. De plus, toute esquive ou parade ennemie contre un personnage hors monde a 20% de chance d'échouer après un jet réussi. Ok. Alors, la volonté, c'est le seul truc qu'on n'a pas encore vu, là, pour le coup, reflète la capacité d'un personnage à résister aux horreurs du warp, aux terreurs de l'espace et aux redoutables adversaires qu'il est amené à croiser dans les étendues de Coronus. Une volonté élevée permet au personnage de contrôler une foule ou d'interroger un hérétique. La volonté augmente également les chances de résister aux effets mentaux négatifs et aux pouvoirs psychiques. Ok. Désordre sanglant. À chaque fois qu'un personnage hors monde inflige un coup critique, il y a 10% de chance de doubler les dégâts. Ok. Bon, faut crit, mais ok. Chance contagieuse. L'utilisation d'une capacité qui n'inflige pas de dégâts sur un allié lui permet de relancer un jet. Attends, quoi? Qui n'inflige pas de dégâts sur un allié. Permet à cet allié de relancer un GD à une attaque, une esquive, une part d'une caractéristique qui teste de compétences manquées de 20% de chance de réussite pendant un round. Ces chances ne peuvent être supérieures aux chances de jet de base. Ok. C'est très... Ok, c'est là où on rentre sur des trucs où... Je trouve que c'est un peu bizarre en termes d'explication, mais je pense qu'il faut jouer au jeu. Il faut vraiment jouer la compétence pour comprendre. Et puis ça joue sur la chance, et j'aime pas jouer sur la chance, moi. Le personnage hors monde a 20% de chance de survivre après avoir subi des dégâts mortels. Il survit avec une blessure. D'accord. Porte-malheur. Lorsque la réserve de blessure d'un personnage hors monde est supérieure à 50%, toutes les chances de l'ensemble des créatures, y compris les ennemis, dans un rayon de... Attends, quoi? Lorsque la réserve de blessure d'un personnage hors monde est supérieure à 50%. Ok. Quand il est plus que midlife. Donc à 51% minimum. Toutes les chances de l'ensemble des créatures, y compris les ennemis dans un rayon de 3 cases, augmentent de 10%. Donc tu augmentes les stats de tes alliés en chance de jet de dés de 10% basique. Ok. Lorsque la réserve de blessure est inférieure, ça fait l'inverse. Ok, donc c'est un personnage qui joue beaucoup sur le placement, j'imagine, grâce à ça. Ça c'est un passif. Hein. Ouais, c'est un passif. Chaque fois qu'une capacité ou un talent utilise le bonus de sociabilité, un personnage hors monde peut privilégier l'utilisation du bonus d'intelligence si celui-ci est plus élevé. D'accord. De plus, les personnages hors monde peuvent toujours améliorer leur intelligence, même si leur archétype ne le permet pas. Intéressant. Monde ruche. La population des mondes ruches est si dense que leur surface est souvent en grande partie recouverte de gigantesques villes, d'où s'élèvent d'imposantes flèches qui transpercent l'atmosphère. Tertium, pour ceux qui se rappellent. Tertium,
Les mondes ruches, essentiels au bien-être de l'Imperium, sont le moteur de son économie et de sa machine de guerre. Ils produisent des munitions pour les armées de l'Empereur, extraient des minéraux précieux et raffinent le carburant destiné à la marine impériale. Leur population constitue également un inépuisable réservoir de recrues pour les innombrables régiments de l'Astra Militarum. Et éventuellement, quelques rares élus peuvent aller chez les Space Marines. Les personnages des mondes ruches obtiennent un bonus de plus 1 de sociabilité divisé par 2. De détermination. En présence d'au moins 3 créatures alliées ou ennemies dans un rayon de 3 cases. En revanche, ils subissent une pénalité si aucune Ok, d'accord, c'est jouer en pack, c'est jouer orc. Donc de la sociabilité qui permet de représenter charmer, persuasion, coercition, commerce, agilité, volonté, ok. Camaraderie. Pour réussir les tests de résistance de volonté, le personnage des mondes ruches peut utiliser leur sociabilité si leur valeur est plus élevée. D'accord. Surnombre. Si un personnage issu des mondes ruches bénéficie de supériorité en mêlée contre l'ennemi, l'effet augmente de plus 10. Lors d'un combat en mêlée, toute cible entourée de plus d'alliés que d'ennemis reçoit un bonus de compétence d'armes. Logique, c'est plus tu es facilement autour de tes potes, plus tu as de chances de toucher parce que tu gênes l'adversaire dans une certaine logique. C'est compréhensible. Très bien. Ah bah c'était expliqué en dessous, bah voilà, parfait. Contre l'ennemi, augmente de 10, donc t'es plus à plus 10, t'es à plus 20. C'est fort. Si un ennemi bénéficie de supériorité en mêlée contre le personnage issu d'un monde ruche, l'effet diminue de moins 10%. Ah ouais! Ok, d'accord, donc non seulement il bénéficie du surnombre, mais en plus il réduit le surnombre adverse. Intéressant. Personnalisation des armes. Toutes les armes à distance qui infligent des dégâts physiques bénéficient de plus 1 point de dégâts, 5% de pénétration d'armure, plus 1% de cadence de tir et moins 5 de recul. Pénétration, cadence de tir, c'est quoi? C'est le nombre de balles que t'envoies par tour? L'arme peut tirer en rafale si t'as plus de cadence de tir. D'accord, ok, tu peux rafaler si t'as plus de... Ok, très bien. Lors des tirs en rafale, les chances de toucher de tous les tirs qui suivent le premier sont réduits par le recul de l'arme. D'accord. Main tendue. Si un personnage des mondes ruches commence son tour à côté de celle d'un allié, à cause de la case d'un allié, le personnage issu du monde ruche obtient plus 2 points de déplacement. Plus 2 PD, 2 points de déplacement? C'est ça. Si le personnage des mondes ruches termine son tour sur une case adjacente à son allié, tous les alliés, tous obtiennent 2 points de déplacement lors de leur tour suivant. Ok, donc c'est... Ah, le monde ruche, c'est sympa, hein. Les bonus monde ruche sont sympas parce que ça te permet d'avoir une bonne mobilité. Et n'oubliez jamais, la mobilité dans les jeux de rôle, c'est la vie. Monde Forge. Les mondes Forge sont sous contrôle de l'Adeptus Mechanicus. Des mondes entiers à la botte de gigantesques macro-industries, de monumentales usines capables de faciliter d'une capacité... 1, 2, 3, j'ai bugué, j'ai lu plusieurs trucs dans ma tête. Des mondes entiers à la botte de gigantesques macro-industries, de monumentales usines d'une capacité et d'une puissance inimaginables. Au fil des millénaires, différents mondes forges ont gagné en renom pour leur philosophie ou leur façon d'envisager la guerre. Ils s'appuient généralement sur les technologies qu'ils fabriquent. L'écrasante majorité de la population d'un monde forge sert de main d'œuvre, tandis que les plus chanceux se voient s'offrir la chance de rejoindre les rangs de l'Adeptus Mechanicus. Je sais pas si c'est une chance, hein. Quoique, en fait, quand tu regardes entre passer tes journées à être au niveau de l'Adeptus en train de forger des trucs et être dans les légions de l'Adeptus Mechanicus, je sais pas. Hein. Forger à dessein. Oh putain, oh. On rentre dans les calculs. Les personnages d'un monde forge choisissent un système d'augmentation dans la liste suivante. Armure sous-cutanée confère 5 plus 2 fois le bonus d'endurance en armure. Ok. Système locomoteur, bonus d'agi divisé par 2 en points de déplacement et plus 2 fois le bonus d'agi en pourcentage d'esquive. Système analytique qui augmente les chances de coups critiques. Mais c'est très cool. Mais c'est des super bonus ça. Alors tu n'en prends qu'un seul, mais c'est trop bien. Avec ça, tu peux vraiment te dire j'ai envie de partir un peu plus résistant, j'ai envie d'avoir un personnage qui se déplace rapidement, ou j'ai envie d'être un gros bourrin à critique. Oh, pardon. Et en plus, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un passif qui augmente avec les stats que tu vas augmenter avec le temps. Donc c'est un passif évolutif, donc c'est cool. Sociabilité, je l'avais lu. Oui.
Armement optimal. La première attaque menée au combat avec une arme à plasma à fusion, une arme incendiaire, inflige un nombre de points de dégâts égal au bonus d'intelligence. Ok, donc de toute façon, si tu pars sur un monde fort, je vais partir sur quelqu'un qui va utiliser des armements plasma, des trucs lourds, etc., etc. Voire peut-être même des gros marteaux à deux mains, je pense. Le personnage des mondes forges bénéficie d'un bonus d'endurance de déflexion contre l'effet combustion et les armes incendiaires. Ah, si on rencontre du Tsenche, c'est sympa. Enfin, du Zinch, du Tsenche, ouais, c'est pas mal parce qu'ils utilisent beaucoup d'incendiaires. Acier de la forge. Lorsqu'ils portent une armure lourde, les personnages des mondes forges bénéficient de plus 1 point de déplacement et de déflexion. Ils sont également invulnérables à l'effet immobilisation. Ah ouais, en effet, avec armure sous-cutanée plus acier de la forge, donc armure lourde, plus les points de déplacement. Tu peux partir sur un gros truc. Tu peux partir sur un tank qui se bat avec une énorme arme plasma. Arme à fusion ou arme incendiaire. Pendant le reste du combat, le bonus de dégâts ne cesse de diminuer jusqu'à ce qu'il atteigne le bonus d'intelligence divisé par 2. Ah, j'avais pas vu ça. D'accord, donc en fait, c'est fait pour les premiers tours. Persistance de la forge. Un bonus cumulatif de 10% s'applique aux chances de toucher et à la réduction d'esquive des personnages des mondes forges qui touchent une cible avec une attaque à cible unique. Ok, donc c'est en mode je te tire dessus et je t'attaque à l'infini, quoi. Les coups critiques réussis lors des attaques à cible unique augmentent de 20% les chances de toucher et la réduction d'esquive. D'accord, donc ça te donne en plus un boost. Sympa. Relation calculée. Les personnages des mondes forges peuvent utiliser des compétences de persuasion, de coercition, de commerce sur la base de l'intelligence ou de la sociabilité. C'est intéressant parce qu'ils ont un malus de social et un bonus d'intel. Monde impérial. Les mondes impériaux englobent des millions de planètes unies par la croyance en un empereur dieu immortel. Qu'il s'agisse des sociétés ultra-technologiques ou des populations féodales indigentes, les habitants d'innombrables mondes vouent un culte au maître de l'humanité et se reconnaissent dans le credo impérial adopté par ses serviteurs. Le terme monde impérial désigne un ensemble très hétéroclite de planètes qui font toutes partie de l'impérium. Intéressant. Élite de l'humanité. Les personnages des mondes impériaux peuvent choisir n'importe quelle caractéristique à l'exception de la compétence d'armes et de la compétence balistique et y ajouter un bonus de plus 10. D'accord. Prêt à servir. Lorsqu'un allié confère une capacité qui n'inflige pas de dégâts à un personnage issu d'un monde impérial ou inversement, la détermination du personnage issu des mondes impériaux augmente. D'accord, donc tu augmentes la détermination. Détermination qui... Détermination influe sur l'efficacité et la durée du combat du personnage. Elle détermine le nombre de points de fougue qu'ils obtiennent au début de chaque tour ou après avoir un... Ah d'accord, donc la fougue, si j'ai bonne mémoire, c'est ce qui permet de déclencher des attaques plus puissantes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Absence d'hérésie. Les personnages des mondes impériaux... Attends, j'ai lu prêt à servir, mais j'ai pas lu sacrifice intentionnel pour l'empereur. Lorsque la réserve des blessures est inférieure à 40%, un bonus de plus 10 s'applique à toutes leurs caractéristiques et leur détermination augmente de 2. Ok. Donc ça, c'est plus peut-être pour des mecs qui sont là pour être des berserk. Si aucun autre personnage du groupe actuel ne dispose d'un archétype identique à celui de ce personnage, la première capacité de l'archétype utilisée en combat par ce personnage coûte 1 PA de moins. Ah, sympa. Donc il est fait pour être le seul archétype de son style. Ok, c'est un peu le trait Lone Wolf en fait. Ok. Absence d'hérésie du coup. Personnages des mondes impériaux bénéficient de 10% de chance de coups critiques et d'armure contre les xénos ou les créatures démoniaques. Leurs alliés obtiennent la moitié de ce bonus. En revanche, la valeur de connaissance xéno warp des personnages de ce monde est toujours à 0. Ouais. Donc t'es... Sincèrement, c'est un peu le truc qui fait qu'il y a des tas de trucs cool, mais rien que absence d'hérésie, moi, m'embête, parce que pour un libre marchand, avoir pas beaucoup de connaissances Xenos et Warp, je sais pas, mais bon, t'auras d'autres personnages qui peuvent le faire. Union supérieure, tous les alliés du groupe actuel, à l'exception des Xenos, bénéficient d'un bonus de plus 5 caractéristiques que celle choisie pour élite de l'humanité. Ok, d'accord, ok. Bon, tu fais ça et tu pars avec aucun Xeno dans ton groupe. Monde forteresse. Les mondes forteresses sont des planètes où toute la population est plongée dans la guerre. Anciennement Cadia. Armageddon aussi. Armageddon qui a été comme ça.
qui est toujours comme ça, hein. Armageddon, le monde forge d'Armageddon est toujours comme ça. Hein. Parce que c'est un monde forge, mais qui est un monde forteresse, parce que Armageddon produit des titans, si j'ai bonne mémoire. Je dis peut-être de la merde, vous me corrigerez si nécessaire. Les mondes forteresses sont des planètes où toute la population est plongée dans la guerre. Tout individu s'entraîne en permanence pour ce jour où il sera appelé à défendre l'Imperium. Une mission qu'il assume solennellement. Les mondes forteresses sont des remparts contre l'ennemi. Chaque citoyen est un soldat, entraîné à se battre dès qu'il est en âge de manier une arme. C'est-à-dire à peu près vers l'âge de 5-6 ans, grosso modo. Tir ininterrompu. Chaque fois qu'un personnage issu d'un monde forge élimine un ennemi, il obtient 10% de cumul de tir ininterrompu. Au début de son tour, il a un pourcentage de chance que la première attaque de ce round ne coûte pas de PA et qu'elle ne soit pas déduite du nombre maximum d'attaques par tour. Si cet effet se déclenche, tous les cumuls sont perdus. C'est très fort. Bon, bah là, clairement, tu pars sur un mec qui va partir avec une grosse batteuse et qui est en mode et qui va arracher tout ce qui bouge en ayant des tirs gratuits. Oh, quel bonheur. Enfin, pas chaque fois qu'il tire, chaque fois qu'il tue quelqu'un. Donc en fait, lui, ça va être plus un mode... Ah, tu peux faire aussi un bon assassin à longue portée avec un sniper ou des trucs comme ça, je pense. Parce que du coup, il va terminer les cibles à longue portée. Tu le fais jouer dans les derniers si tu peux. Et il va jouer à longue portée. Il va faire son tir à longue portée. Il va tuer la cible. Et il va gagner des chances de machin, etc. Donc ça peut être aussi ça qui peut marcher. On va voir ce qu'il a. Accro au combat. Allez, la perception volontaire. Ah, perception, on n'avait pas vu. Décrit la façon dont un personnage perçoit son environnement. Les personnages dont les degrés de perception est élevé peuvent repérer une douille de bolteurs égarés dans le cloaque d'un monde souterrain, ou même savoir que quelqu'un ment. La perception, qui est la compétence la plus... Franchement, jeu de rôle, déplacement perception, vous avez gagné le jeu. Hein. Vous avez gagné, quel que soit le jeu, hein. Quel que soit le jeu de rôle, vous avez gagné. La perception influe également sur la compétence vigilance, et réduit les chances d'esquive ennemie contre les attaques du personnage. Ce qui marche très bien avec tir ininterrompu, du coup, c'est très cool. Accro au combat. Les personnages des mondes forteresse bénéficient de plus 7 en compétences balistiques, perception et volonté lorsqu'ils sont au combat. En revanche, en dehors de combat, leur intelligence, leur sociabilité, leur perception et leur volonté sont réduites de 7. Ah, grêle d'acier. À chaque round, les personnages des mondes forteresse reçoivent un bonus cumulatif de 1% à l'esquive contre les attaques à distance pour chaque tir effectué pendant ce round. D'accord, donc plus tu tires, plus t'esquives. De plus, l'attaque en rafale à distance confère plus 10% de cumul supplémentaire de tir ininterrompu. Ok. Donc t'es là pour tirer. C'est un énorme tireur. Rétrocommission. À la fin de leur tour, les personnages des mondes forteresse obtiennent un nombre de cumul de tirs ininterrompus égal à la moitié des dégâts minimum de l'arme à distance la plus dévastatrice utilisée au cours du round. D'accord. Intéressant. Donc basiquement, t'as une arme lourde dans ton groupe et elle va permettre à lui d'obtenir encore plus de tirs ininterrompus. Basiquement, en fait, t'obtiens des tirs gratuits avec lui, c'est intéressant. Faut voir comment ça se joue, mais avec lui, tu fais un énorme tireur, en fait. Chargeur de réserve. Le premier rechargement effectué au combat par les personnages des mondes forteresse ne coûte aucun PA. Le rechargement d'une arme confère un bonus de 10, voilà. Tirer, des tirs dans des tirs, tiens, prends un chargeur gratuit, prends des tirs, prends ça, tire, tue, et ainsi de suite, foi inébranlable. Lorsque tous les cumuls de tirs ininterrompus devaient être perdus, ils sont remplacés par vol 3, volonté. Volonté divisé par 3, cumul. De plus, un personnage issu des mondes forteresse peut améliorer sa caractéristique de volonté, même si les cartes des archétypes ne le permettent pas. Donc en fait, t'es là pour booster ta volonté à fond, sachant que la volonté, ça augmente les capacités de résister au warp et tout machin. Ah, monde forteresse, c'est cool quand même. Hein. Même si être en dehors de combat et avoir un malus de perception, ça m'emmerde. Parce que c'est là qu'il faut bien voir un truc aussi qui est important. Comme ton personnage va devoir discuter avec des gens des fois tout seul, c'est important d'avoir des bonnes stats de perception. Perception pour ce genre de choses, c'est important. Même s'il a un plus 5 de base, c'est-à-dire qu'il est seulement avec un moins 2. En vrai, monde forteresse, ça m'intéresse pour en faire un excellent tireur. Genre un tireur qui va être en mode qui va tirer dans tous les sens. Il n'a pas d'arme spécifiée.
Donc c'est intéressant. Monde Forge, c'est cool aussi pour faire un personnage qui va être tanky, mais quand même capable de porter des armes puissantes en termes de plasma, en termes de tout ça. Donc c'est pas mal. Bonus d'armure lourde, donc là tu vas partir plus sur un personnage qui peut tanker et forger à dessin, c'est cool. Parce que armure subcutanée c'est cool, mais tu peux quand même avoir système locomoteur qui booste en plus le déplacement, ce qui fait que tu peux être en armure lourde et te déplacer assez rapidement. Parce que je crois que les armures lourdes donnent un malus. Outre les paramètres de pénalité et d'esquive et d'armure... De pénalité d'esquive, voilà, t'as pas le droit d'esquiver. Mais en armure lourde, pour moi, ça me semble cohérent que t'esquives pas. L'armure lourde possède un paramètre unique, la déflexion, qui réduit les dégâts subis de la valeur spécifiée. L'armure lourde offre une excellente protection, mais les attaques sont plus difficiles à esquiver qu'avec une armure légère ou moyenne. Oui. Alors, en même temps, si tu pars armure lourde, tu cherches pas, voilà. Monde hostile, c'est intéressant. Parce que ton personnage va survivre à plein de trucs. Je pense que c'est le meilleur perso pour commencer. Parce que, ok, t'as sociabilité et intelligence qui sont réduits, mais t'as des très bonnes stats de base qui te sont données. Je dis, regardez tous les autres, hein, c'est... Lui, il a même pas de stats améliorées, hein, il a élite de l'humanité, il choisit un plus 10 quelque part. Ouais, il a même pas de stats. Monde forteresse, voilà. Mais Monde aussi, je pense que c'est meilleur parce que t'as 3 stats améliorées d'entrée de jeu. Alors que tout c'est que 2. Certes, t'as 2 réduites, mais bon, ça va, ça se gère. Mais c'est un personnage qui va pouvoir prendre des dégâts et... régénérer des faux points de vie pour avoir des points de vie supplémentaires machin, donc c'est pas mal intéressant. Mais en vrai, Monde Forge ça me tente bien, hein. Monde Ruche, l'union fait l'affaire, c'est pour jouer en camaraderie avec tous tes potos, donc c'est intéressant. Monde Impérial c'est sympa, mais c'est pas celui qui va me tenter le plus à cause de absence d'hérésie, parce que j'ai envie d'avoir des capacités de connaissance Xeno et Warp. Monde Forteresse, en fait j'hésite entre Monde Forteresse et Monde Forge. Monde hostile c'est cool pour faire un personnage qui va au corps à corps en vrai. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu vas chercher pour un mec qui est Astra Militarum de base? Enfin c'est un libre marchand, mais basiquement c'est un Astra. Voilà, faut pas non plus chercher midi à 14h. Ah, Monde Forge c'est cool quand même, hein. En plus t'as des boosts qui te permettent de jouer sur l'intelligence pour ta sociabilité. Ce qui me plaît parce que la sociabilité c'est ce qui permet de... t'as intelligence et sociabilité, c'est intéressant. Monde Forteresse, t'as un peu moins de perception. Enfin, t'as ce petit malus de accro au combat, mais c'est pas non plus trop gênant. Lui, c'est un gros tireur ou Monde Forge, en vrai. Hein. En vrai, j'ai envie de voir ce que je peux faire sur Monde Forge. Partir sur un perso qui est capable, mais... Ah, j'hésite. Soit je veux un gros tireur qui va tirer très souvent et très fort et qui a un rechargement gratuit. Soit je veux quelqu'un dans un Monde Forge qui va pouvoir porter une armure lourde. Après, il peut avoir son système analytique qui augmente ses critiques aussi. Ah, Monde Forteresse, c'est bien pour la masse de tir que tu vas amener. Et lui, il a plus de points de vie. Lui, il a plus de perceps. Je vais partir sur Monde Forge, tu sais quoi ? Je vais partir sur Monde Forge, ça me paraît un peu... ça me paraît cool de jouer avec un personnage qui va tirer avec des grosses armes, qui va avoir des bonus de tir qui s'appliquent. Plus il essaye de cibler un truc, plus il va essayer de le tuer. Donc là, on va partir sur un perso qui va essayer de tuer des gros mobs, par contre. Par contre, on est d'accord que armement optimal sur les armes à plasma. Mais il n'y a pas d'épée plasma. Parce que les épées énergétiques, c'est pas considéré comme plasma. C'est-à-dire que tu peux pas partir sur un personnage qui va partir au corps à corps avec ça. Il y a peut-être des bonus à obtenir, quelque chose. Mais là, on est plus sur des armes de tir. Il n'y a pas, à part Monde hostile, il n'y a personne qui est vraiment bon pour aller au corps à corps, en fait. Hache, marteau et arme laser. C'est sympa aussi. Bon, on va partir sur Monde Forge et on va en faire, je pense, un tireur. Et on va voir comment on peut gérer le truc. Monde Forge, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, forger à dessin, qu'est-ce qu'on a envie? C'est sur le bonus d'intelligence. Sachant que nous, on a l'intelligence qui est augmentée de plus 5 de base. Plus 10 bonus, plus le bonus d'intel. Et ça augmente les chances des... Ça augmente les dégâts des attaques de zone. Ça fait qu'on pourrait avoir un tireur qui en plus peut faire déjà du mono-cible très très efficace, mais qui en plus aurait des bonus sur ses attaques en zone. À part la rafale qui n'est pas une vraie attaque de zone, c'est une attaque à multi-cible, c'est pas pareil. Système locomoteur c'est quand même bien. Hein.
2 points de déplacement, bonus d'agilité en esquive. Ok, d'accord, si on porte une armure lourde, c'est un peu dommage parce qu'on se supprime ce bonus-là. Et armure sous-cutanée, t'as bonus d'endurance en pourcentage d'armure, donc tanky. Système analytique, c'est sympa. Les chances de crit, c'est cool, plus le bonus d'intel. Mais armure sous-cutanée, ça me plaît parce qu'on va pouvoir partir sur un personnage qui va pouvoir encaisser facilement. Mais après, s'il est à distance, on n'est jamais à l'abri d'un mec qui nous rush, quoi. Plus le bonus d'endurance. Et on ne va pas forcément booster le système d'endu tout de suite. Hein. Bon, on va voir ce qu'on peut obtenir. Alors, commandement de l'Astra Militarum. L'Astra Militarum, communément surnommée Garde Impériale, est la principale force de combattants de l'Imperium et la première ligne de défense contre les innombrables menaces qui mettent en péril l'existence de l'humanité en ce 41e millénaire. En tant qu'ancien commandant d'un régiment de l'Astra Militarum, vous avez eu des milliers d'hommes sous votre commandement et vous avez remporté des batailles au nom de l'Empereur Dieu. J'avais pris commandement de l'Astra Militarum, ou commissaire, non, j'avais pris commandement de l'Astra ou coûte que coûte, je sais plus ce que j'avais pris la dernière fois. Armes combinées. Les personnages commandants de l'Astra Militarum et de tous ses alliés infligent des bonus de dégâts supplémentaires aux ennemis via la perception, aux ennemis adjacents au commandant, jusqu'à la fin du prochain tour, donc pendant 2 tours. En outre, aucun allié du commandant ne subit de dégâts lors des autres attaques alliées jusqu'à la fin du tour du commandant. Donc ça fait que... ouais, c'est intéressant. Et là, on a des compétences, et encore plein de talents. Let's go. Alors, compétences balistiques améliorées, donc les chances de toucher à distance, bien évidemment. La perception. En bonus de perception, c'est-à-dire que mon monde forge, il me met quoi, moi? Il me met un malus de sociabilité, mais c'est vrai que via les origines, on peut rééquilibrer le perso aussi, ou le surbourrer dans un seul truc. Athlétisme et Medicae, c'est sympa. Modificateur de caractéristiques, perception plus 5, Medicae plus 10, tir de suppression. Lorsque le commandement de l'Astra Militarum est sous l'effet d'armes combinées, ses attaques de mêlée à cible unique et ses attaques à distance à zone reçoivent un bonus de réduction d'esquive, de réduction de parade et de pénétration de couverture de 20% contre les ennemis adjacents au commandant ou à ses alliés. Ok. Champ de feu. Tant que le commandement de l'Astra Militarum est sous l'effet d'armes combinées, tous ses alliés reçoivent un bonus de cadence de tir. Cadence de tir, qu'est-ce? Ah, ça permet d'activer la rafale. Et augmente le nombre de coups par attaque. Et ça, c'est bien. C'est le nombre de balles que t'envoies. Mais attends. Non, un plasma qui charge, c'est un tir chargé et tu tires pas 3 balles de plasma. Je pense que c'est une bastos de plasma. Sauvetage in extremis. Lorsqu'un commandant est sous l'effet d'armes combinées, l'élimination d'un ennemi adjacent à un allié confère à cet allié un bonus de fougue. Donc plus de capacité de fou. Héroïsme inébranlable. A chaque fois qu'un allié du commandant de l'Astra Militarum utilise un acte héroïque, un bonus de plus 5 s'applique à toutes les caractéristiques du commandant jusqu'à la fin du combat. Ah oui, en effet, tu peux vraiment le surbourrer, c'est pas mal ça. Épaule contre épaule, lorsqu'il est adjacent à un allié, il inflige 10 dégâts supplémentaires à tous les ennemis plus un bonus de perception, à tous les ennemis adjacents à ses alliés. Cumulable avec armes combinées, ouais. Les commissaires de l'Officio Perfectus sont d'impitoyables officiers chargés de veiller au moral des troupes, de faire régner la discipline dans les rangs et d'insuffler la combativité nécessaire aux soldats de leur régime de l'Astra Militarum. Vous étiez autrefois l'un des fidèles serviteurs de l'Empereur Dieu, symbole vivant de l'autorité de l'Imperium, considéré comme un mélange de crainte et d'admiration par ses subordonnés. Du coup, coûte que coûte. Temps de recharge une fois par combat. Personnel. 0 PA. L'attaque de mêlée au coup par coup ou à cible unique. Attends, l'attaque de mêlée au coup par coup ou à cible unique suivante du commissaire applique les effets suivants. Cible ennemie, la cible est désignée. L'allié qui élimine l'ennemi désigné bénéficie d'un bonus de plus 2 PA et de 4 points de déplacement. Ah oui! D'accord, donc c'est un gros boost. Donc ça, c'est plus du support. Et pour une cible alliée,
Tous les alliés bénéficient de plus 1 PA et 3 points de déplacement supplémentaires pendant un round. Le commissaire ne peut pas bénéficier de cette capacité. Attends, j'avais mal lu. Devoir et honneur. Tant que l'allié du commissaire est sous l'effet de coûte que coûte, il subit plus 50% de dégâts, mais bénéficie plus 2 PA et 4 points de déplacement. Ok. En vrai, coûte que coûte, tu donnes ça à un allié qui est loin, qui tire loin, et tu peux, ou un mec au corps à corps ou quoi que ce soit, et tu peux faire qu'il se dégage très rapidement d'un corps à corps ou quoi que ce soit, ou qu'il peut se barrer. C'est intéressant. Ça permet d'avoir vraiment une option très support, c'est cool. Lorsque le commissaire est adjacent à un ennemi, tous ses alliés bénéficient de bonus de détermination. Ok. Motivation. Chaque fois que le commissaire confère des points de déplacement à un personnage allié, ce dernier reçoit 2 points de déplacement supplémentaires. Oh putain! Ah mais avec ça, tu fais des mecs qui se déplacent à une vitesse qui est absolument supraluminique. C'est délirant. Si le commissaire élimine la cible de coûte que coûte, il peut réutiliser coûte que coûte au cours du même combat pour 0 PA. Ok, ça permet d'éviter que coûte soit perdu dans le vent. C'est bien. Pour l'empereur, lorsque la fougue est inférieure à 100 points, coûte que coûte confère des points de fougue. Lorsque l'ennemi désigné est tué ou un allié est ciblé. Ok. Baron du crime. Donc là, c'est vraiment, tu pars pour un gros support. Hein. Baron du crime. L'Imperium survit et prospère en grande partie grâce à l'étroitesse de sa vision. Mais un esprit rebelle comme le vôtre ne laisse pas dompter aussi facilement. La clandestinité dans laquelle opèrent les contrebandiers et les renégats derrière la façade de la société impériale est un refuge bien hasardeux pour ceux qui se refusent à se plier à la loi. Je suis autrefois l'un de ces individus dangereux, mais plein de ressources. J'aime bien, plan infaillible, t'as une tête de magos, let's go. Au début du combat, le criminel obtient un bonus d'intelligence. Bonus d'intel, ça me plaît ça. Plus bonus d'intel cumule par... Il obtient un nombre de cumuls par effet de plan infaillible. L'activation de cette capacité coûte un cumul et renforce l'action suivante en fonction de son type. Si le criminel attaque, il inflige des dégâts améliorés, avec amélioration de sa perception. Si le criminel se déplace, il bénéficie d'un bonus de perception pour son esquive et de parade jusqu'au début de son prochain tour. Si le criminel utilise sur un ennemi une capacité qui n'inflige pas de dégâts, cet ennemi subit une pénalité de dégâts pendant un round. Intéressant. Donc là, c'est du debuff ou du buff perso. Plan d'élimination. Les dégâts supplémentaires infligés par plan infaillible augmentent de 2 plus le bonus de CA, donc de la capacité d'armure si j'ai bonne mémoire. Ah non, compétence d'arme. Ok. L'élimination d'au moins un ennemi lors d'une attaque restitue un point de plan infaillible. Les bonus d'esquive et de parade de plan infaillible augmentent de l'esquive ou la parade d'au moins une attaque. Ok. Donne des points de plan infaillible. Ok. Plan de désorientation. Un ennemi sous l'effet de plan infaillible subit également une pénalité d'esquive et de parade de 10. Ok. Plan d'urgence. Si au début de son tour, le criminel ne dispose d'aucun cumul de plan infaillible, il obtient un cumul. Ultime plan. Une fois par combat, si le criminel dispose d'au moins un plan infaillible, enfin un cumul de plan infaillible, il résiste aux dégâts létaux. Au lieu de mourir, il récupère 5 fois le nombre de cumuls de plans infaillibles de sa réserve de blessure maximum. Ensuite, suite à quoi il perd tous ses cumuls et ne peut plus bénéficier d'aucun cumul de plans infaillibles. Ah oui! Ah, c'est sympa! C'est une belle régène, ça! C'est une belle régène parce que si tu arrives à bien cumuler tes plans, tu te fais un soin de bâtard. Parce que attends, c'est 5 points, c'est 5 blessures. Plus, enfin, fois le nombre de cumuls de plans infaillibles. Ce qui fait que si tu n'utilises jamais vraiment tes plans infaillibles, quoique tu es obligé de les utiliser, c'est un passif, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un passif. Ah non, utilisable plusieurs fois par tour. Ok, d'accord, donc c'est des utilisables.
Prêtre du Ministorium. L'Ecclésiarchie, l'Ecclésiarchie, connue officiellement sous le nom d'Adeptus Ministorum, est une vaste institution qui supervise la religion de l'impérium à l'échelle de la galaxie. La hiérarchie complexe de l'Ecclésiarchie, composée de cardinaux, de missionnaires, de prédicateurs et de laïcs zélés, permet de veiller au respect des prières et des invocations prescrites, tout en montrant aux masses comment se préserver de l'hérésie et des comportements déviants. Vous avez été l'un de ces individus impétueux et charismatiques, soucieux de surveiller de près sa congrégation. Hymne de guerre. Confère de la fougue. Confère également un bonus de vol. De volonté. Confère également un bonus de volonté de fougue supplémentaire pour chaque ennemi dans un rayon de 5 cases autour du dévot, ou qui a été touché par le dévot ce tour. Ok. Il s'abuse une seule fois par combat, mais ça permet de booster la fougue. Tous les ennemis dans la zone d'effet d'hymne de guerre ou de récital furieux bénéficient de plus 1 d'effet de perturbation. Perturbation, je crois que ça gêne les compétences. Ah non, c'est volonté et sociabilité. Ok, très bien. De plus, tous les démons présents dans la zone subissent un nombre de points de dégâts égal à la fougue restituée au dévot lorsqu'il utilise cette capacité. Litanie de haine. Le dévot et ses alliés présents dans la zone d'effet d'hymne de guerre ou de récital furieux gagnent un bonus de volonté du dévot, plus divisé par 2, en points de dégâts pour les attaques au coup par coup et les attaques d'opportunité pendant un round. Bouclier de foi. Le dévot bénéficie de 4 plus un bonus de volonté d'armure contre les attaques des démons et les dégâts warp. Et la détermination du démon augmente également de façon permanente via un bonus de volonté, divisé par 2. Le dévot a un pourcentage de chance d'ignorer les attaques ennemies. C'est non. Foi cinglante. Contre les démons et les psychers, les attaques de mêlée, ainsi que les attaques à l'arme incendiaire et à l'arme à fusion, infligent des points de dégâts supplémentaires en fonction de la volonté, et bénéficient d'un bonus de pénétration d'armure, plus la volonté. Contre les xénos, ces attaques infligent un bonus de volonté de dégâts supplémentaires et bénéficient d'un bonus de pénétration. Ok. Officier de marine. Oh, ce bicorne. Putain, c'est nice. La marine impériale est responsable des flottes des vaisseaux spatiaux qui assurent la domination de l'impérium à travers l'espace intersidéral et remplissent diverses fonctions liées au voyage dans le vide et le warp. En tant qu'ancien officier de la marine et commandant d'un vaisseau spatial, vous avez participé à de nombreuses batailles et contribué à des victoires retentissantes. Brace for Impact! Préparez-vous à l'impact. Pendant un round, l'officier de la marine et les alliés dans un rayon de 3 cases bénéficient de déflexion 2 par l'archétype opté par l'officier de marine. Ah! Putain, on a encore tout ça à se manger, c'est un délire. En outre, ils ne peuvent subir de déplacements forcés ni aucune surpénétration. D'accord, donc préparez-vous à l'impact, c'est intéressant parce que si tu as des gens qui sont du même archétype que toi, et c'est là que ça devient cool, là ces gens-là vont bénéficier d'une déflexion de plus 2. Donc ils vont réduire les dégâts reçus de 2. Ne faiblissez pas. Tous les alliés affectés par préparez-vous à l'impact échappent aux effets négatifs de supériorité en mêlée pendant la durée du combat. Ah, c'est cool ça. Ça c'est très très cool. Dispersez-vous. Tous les alliés sous l'effet de préparez-vous à l'impact ne subissent que la moitié des dégâts de toutes les attaques d'opportunité. Oh, c'est sympa ça. Ça te permet de te... En fait, ça te permet d'avoir un mauvais placement et de quand même pouvoir tenter de t'en sortir sans prendre trop cher. Tous les alliés sous l'effet de préparez-vous bénéficient de 30% de pénétration de couverture. L'officier reçoit également de façon permanente 15% de pénétration de couverture. Sympa. Lâchez-moi. Vous permet également à l'officier de marine d'utiliser n'importe quelle arme à distance dans les zones menacées, d'immobiliser les ennemis et de les repousser de une case pendant toute la durée de l'effet. D'accord, donc ça te permet grosso modo d'utiliser tes armes à distance au corps à corps, c'est ça? Attends, je vais quand même relire. Également dans les zones menacées. Ouais, c'est ça, c'est dans une zone où tu es considéré en mode menace, tu peux quand même tirer au corps à corps, j'imagine. À couvert, tous les alliés affectés par préparez-vous à l'impact gagnent un tour supplémentaire sans aucun point d'action et 3 points de déplacement et augmentent l'efficacité de leur couverture de 20%. Pendant un round, les cibles ne peuvent utiliser que des capacités de mouvement
des actes héroïques et des mesures désespérées pendant ce tour supplémentaire. D'accord, donc c'est vraiment pour se barrer, quoi. Le truc, par contre, sur lequel je me rends compte... On regardera ce que ça donne dans les archétypes, mais préparez-vous à l'impact, c'est un énorme bonus. C'est un gigantesque bonus. C'est très puissant, préparez-vous à l'impact. Noble. Oh, j'aime beaucoup sa moumoute. Je sais pas sur quoi il l'a récupéré, mais j'aime beaucoup sa moumoute. La haute noblesse de l'impérium forme une puissante élite de privilégiés. Une classe qui se distingue des masses qu'elle gouverne. Vous avez atteint l'âge adulte dans l'opulence, sur un piédestal qui dominait les masses ordinaires. Vous attendiez d'elles qu'elles vous obéissent, et vous viviez des fruits de leur labeur, qu'elles cédaient à votre famille en signe de fidélité solennelle. Vous servez-moi. Vous désignez quelqu'un qui devient votre serviteur jusqu'à la fin du combat. Chaque fois que les capacités du noble s'appliquent au serviteur, ce dernier reçoit un bonus de plus 5 à toutes ses caractéristiques jusqu'au début du tour suivant du noble. Chaque fois que le serviteur attaque une cible à laquelle le noble a affecté des dégâts, enfin infligé des dégâts, lors du tour précédent, il bénéficie de plus 10 en bonus de sociabilité du noble, plus en pourcentage de chance de coup critique contre cette cible. C'est rigolo. Intelligence, sociabilité, coercition, persuasion. Vous, faites quelque chose. Si le noble affecté a utilisé une capacité sur le serviteur, ce dernier bénéficie de plus 1 point d'action au tour suivant, bonus non cumulable avec lui-même. Intéressant. Vous, protégez-moi. Si le noble et le serviteur se trouvent dans des cases adjacentes au début du tour du noble, ils bénéficient tous deux d'un nombre de blessures temporaires égal au bonus d'endurance du serviteur ou du bonus de sociabilité du noble selon la valeur la plus élevée. Oh, c'est rigolo, ça te donne un petit shield, c'est sympa. Vous, allez-y. Le serviteur gagne plus 2 points de déplacement à chaque tour. C'est très support, encore une fois. J'aime bien. Vous, tuez-le. Si le serviteur élimine la cible à laquelle le noble a infligé des dégâts au tour précédent, le noble bénéficie de plus 1 point d'action au tour suivant. Oh, c'est cool! Parce que ça donne une recharge gratuite de munitions à distance, c'est sympa. Enfin, de munitions. Oui, parce que des munitions, c'est forcément à distance, des bidus. Quoique, attends, il existe des munitions au corps à corps? Dans des munitions précisément utilisées au corps à corps? À part des bombes que tu places ou des trucs genre. Bref, vous, c'est votre tour. Si la réserve de blessure maximum du serviteur est inférieure à 30%, le noble peut réutiliser Servez-moi en combat en désignant un nouveau serviteur et en supprimant l'effet appliqué au précédent. Le noble ne peut pas désigner un personnage qui a déjà été LOL, dès que ton serviteur il te sert plus à rien, tu changes. C'est très très drôle. Et Psyker assermenté, donc on va partir plus sur un gameplay. Oula, putain de merde. Oh le pafton. Alors, les Psykers inspirent crainte et méfiance, mais ce sont de précieux atouts pour l'Imperium. Le rôle de la Destus Astra Telepathica est de recruter, d'identifier et de classer les individus doués de capacités psychiques. Les plus puissants, ceux qui parviennent à survivre au très rigoureux rituel d'assermentation, sont sélectionnés pour servir sur le champ de bataille. L'esprit d'un Psyker assermenté est armé contre les multiples dangers auxquels s'expose le détenteur de pouvoir du Warp. Vous êtes l'un de ceux qui ont été jugés dignes de servir l'empereur, l'humanité, et qui ont miraculeusement survécu au péril du Warp. Ouais, ça c'est déjà balèze. Remarque, les pouvoirs de Psyker qui infligent des dégâts sont considérés comme des attaques effectuées avec des armes. Ils sont comptabilisés dans le nombre maximum d'attaques par tour, et bénéficient de tous les bonus de capacités et talents qui augmentent les dégâts des attaques. Par exemple, un soldat ayant recours à la capacité tir à volonté pourra utiliser des pouvoirs de Psyker infligeant des dégâts 2 fois par tour. Oui, parce que basiquement c'est une arme, c'est un tir psychique quoi. Et l'analyse des ennemis d'un agent affectera les dégâts infligés par les pouvoirs de Psyker. Caractéristiques Psyker assermenté. Les Psykers assermentés ont moins de chances de déclencher de phénomènes psychiques. Ouais. Psyker. Ce personnage est un Psyker mais reste relativement faible. C'est un Psyker, c'est un mage, hein, il est fait pour ça. Hein. Capacité div... Oh là putain, oh la vache. Oh putain, au secours. Divination consiste à glaner les informations et les utiliser pour faire tourner la chance en votre faveur. Les devins trouvent des informations utiles disposant de capacités extrasensorielles et entrevoient l'avenir.
La biomancie repose sur la manipulation de la chair vivante et des procédés biologiques. La biomancie soigne les blessures et modifie les caractéristiques physiques. D'accord, donc soin. Divination, c'est sans doute pour donner comprendre les techniques de l'ennemi et peut-être avoir des bonus contre eux. Les télépathes sont des psychers dont l'expertise mentale continue à s'insinuer dans l'esprit d'autrui et à prendre le contrôle. Par la simple pensée, un télépathe peut compromettre la santé mentale de son ennemi, provoquer chez lui des états de terreur abrutissantes, ou prendre le contrôle de ses pensées et lui dicter ses actes. Ok, donc ça va être du debuff. Pyromancie. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, mais on va le lire quand même. Le pyromancien est un psyker qui maîtrise parfaitement les flammes et peut allumer un brasier à partir de rien. La pyromancie est l'une des formes psychiques les plus spectaculaires et les plus destructrices, et ceux qui affrontent un pyromancien au combat sont souvent réduits en cendres. Pouvoir séraphique. Concentré de foi, les pouvoirs séraphiques sont utilisés par les psykers pieux pour protéger leurs alliés et châtier les hérétiques. C'est basiquement un prêtre ministorum, mais c'est un vrai mage de protection, quoi. Donc soigneur, protecteur avec un peu de dégâts contre les ennemis. Télépathie, c'est utilisation des ennemis contre eux-mêmes. Divination, c'est boost de tes alliés, j'imagine. Et pyromancie, bon bah c'est El Famoso, boule de feu. Ah, et on peut choisir le psyker assermenté de quel style de... À l'aide. À l'aide. Ah ouais, ok, psyker assermenté, on est dans un level de délire qui est assez solide. Et est-ce que j'ai envie de faire un mage? Ah, je sais pas. Un mage issu d'un monde forge. Oh shit. Holy shit. J'ai pris quoi en monde forge? Armure sous-cutanée. Ça peut être très drôle d'avoir un psyker assermenté qui est en mode let's go, j'utilise mes pouvoirs. Hein. Alors. Putain, il y a tellement de trucs à lire. Et en plus, si on fait un psyker, alors là, ça va être un délire. Mais il y a des trucs qui m'intéressent bien là-dedans. Il y a des bons bonus pour ton groupe. Psyker, c'est plus du solitaire. C'était en mode... quoique ça dépend de trucs que tu prends. Alors, Psyker Minoris. Chaque niveau d'indice psy permet au Psyker d'accéder à de nouveaux pouvoirs psychiques. Il renforce également les pouvoirs psychiques qui infligent des dégâts. Psyker Majoris. Mais attends, Psyker assermenté. Bon, attends. J'ai un doute. Il a le Psyker Majoris. De nouveaux pouvoirs psychiques. Ok. Psyker Terminus. Ok. Psyker Extremis. Ok. Quiétude. La détermination du Psyker augmente tant que la dégradation du voile est inférieure ou égale à 10. Ok. Donc dégradation du voile, si j'ai bonne mémoire, c'est le Warp. Hein. C'est l'utilisation des pouvoirs Warp. C'est ça. On lira si on fait vraiment un mage. Âme dédiée. Le Psyker acquiert la capacité âme dédiée. Celle-ci ne lui coûte aucun point d'action. Mais elle lui inflige un nombre de points de dégâts égal à direct égal à 25% de sa réserve de blessure. Les pouvoirs psychiques suivants est utilisé après cette capacité ne déclenche pas de phénomène psychique ou de péril du warp et ne dégrade pas le voile. Ok, c'est... Tu t'auto-damage pour protéger... Je pense que ça, âme dédiée, tu l'utilises quand tu as atteint des certains niveaux de voile. Et tu peux vraiment envoyer des énormes patates. Voilà. Rituel sacré. Les pouvoirs psychiques ont 25% de chance de récupérer des PA. Les PA qu'ils ont utilisés lors de la dégradation du voile est inférieur ou égal à 10. Ok. Donc plus t'es bas en rituel et en dégradation du voile, moins t'es fort, j'imagine, mais plus tu vas être capable de jouer correctement. Les attaques à l'arme de force infligent des dégâts supplémentaires et bénéficient de pénétration d'armure. Ah, c'est intéressant ça. Réalité imposée. Tout acte héroïque utilisé par le Psyker réduit la dégradation du voile de son bonus d'intel. Ah, ça c'est pas mal ça. Barrage psychique. Chaque fois que le Psyker utilise un pouvoir psychique qui inflige des dégâts sur des cibles situées à au moins 6 cases de lui, celles-ci subissent un bonus de CB en points de dégâts supplémentaires. CB, capacité, compétence balistique. Ok. Seconde vue. Les pouvoirs psychiques du Psyker, dont la portée est d'au moins 2 cases, bénéficient d'une augmentation de bonus de perception pour cette de portée. Ok. Facteur de stabilisation. Le premier pouvoir psychique utilisé lors de chaque tour réduit la dégradation du voile de 2 points. Si ce talent fait baisser l'effet de dégradation du voile jusqu'à une valeur à 0, la dégradation du voile diminue de 1. Inférieur à 0, la dégradation du voile diminue de 1. Tu peux aller en dessous de 0 pour la dégradation du voile? Ok. Manipulation subtile. Le Psyker peut utiliser un pouvoir psychique qui inflige des dégâts
lorsqu'il est menacé par des ennemis à portée de mêlée sans prouver d'attaque d'opportunité. Les pouvoirs psychiques qui n'infligent pas de dégâts ne provoquent pas d'attaque d'opportunité, même sans ce talent. D'accord, ok. Menace dissimulée. Tant que le Psyker n'est pas dans la ligne de mire de la cible ou tant qu'il est à couvert, une pénalité à... Ah d'accord, donc ça réduit la résistance ennemie. Ok, putain, c'est un peu mal expliqué. Hein. Tant que le Psyker n'est pas dans la ligne de mire de la cible, ou tant qu'il est à couvert, il subit un bénéfice à tous ses tests de résistance. J'imagine pour les tests de résistance, notamment tests de résistance psy pour éviter de se manger un tir du warp dans la gueule. Et alors là, on va rentrer dans un délire. Hein. Attendez, qui me spam? Ok. Les biomanciens utilisent la puissance de leur esprit pour manipuler l'énergie et les procédés biologiques. Ce sont des maîtres de la chair qui peuvent modifier les apparences physiques. Oui, c'est ce qu'on avait lu. Donc biomancie, c'est bras de fer. Et la cible augmente sa force et son endurance. Oh putain, il y a tellement de trucs. Oh les Psykers à l'aide. Régénération, regain de vigueur, ok, bon bah, de toute façon c'est du soin, des bonus, machin, etc. Est-ce que je veux vraiment faire un Psyker? Je voulais faire un tireur à la base. Je vais faire un tireur qui utilise beaucoup d'armes à distance. Les devins, ça va être des capacités de plein de trucs. Pyromancien, bien sûr, c'est rigolo, hein. Ouais, il y a plein de trucs. Séraphique, parole de l'empereur, purge, ok, il y a plein de trucs. Mais est-ce qu'on a vraiment envie... J'ai envie d'avoir un Psyker avec moi, très clairement, mais j'ai envie d'avoir un Psyker qui serait pas forcément mon personnage principal, à proprement parler. Noble, c'est rigolo. Parce que tu choisis un serviteur. Officier de marine, c'est cool, mais il faut avoir des gens qui ont les mêmes... les mêmes archétypes que toi en fait. Il faut voir ce que c'est les archétypes. Donc pour le moment on va prendre Prêtre du Midstorum, ça m'intéresse pas. Baron du crime c'est intéressant aussi parce que les plans infaillibles c'est cool, hein. Il y a l'air d'avoir des trucs cool avec les plans infaillibles. Noble c'est bien parce que tu peux avoir des bonus avec un allié. On va partir sur Noble pour le moment. Triomphe. Persuasion améliorée, commerce ou coercition. Alors que si je prends un Psyker assermenté, enfin par exemple un officier de marine dans les triomphes. Triomphe éclatant, ça augmente sa technomaîtrise. Ouais, ça... Baron du crime, c'est cool aussi. Hein. En fait, j'hésite entre Baron du crime et Noble. Parce que Noble, t'as des bons trucs. Tu peux jouer vraiment avec un deuxième perso que tu vas amener avec toi et tu peux faire pas mal de choses avec. C'est cool. Ah mais Baron du crime c'est cool. On va prendre un triomphe. Logique. Connaissance de l'Imperium. Logique. Ah il a 2 bonus de... Ah c'est con. Ah c'est un peu dommage ça que son... C'est qu'il ait 2 bonus. Qui donnent de l'intel... On va prendre triomphe éclatant. L'heure la plus sombre. Persuasion. Résistance aux intoxications. Commerce. Résistance aux intoxications. Archétype. Oh putain, alors là... Ah, voilà, c'est ça. Alors, attends. Ah oui, et alors là, on va rentrer dans un délire. Voilà, on rentre dans ce genre de délire. Donc, on retourne dans archétype, vers les archétypes. Ok. Alors... les guerriers possèdent des aptitudes exceptionnelles en mêlée, sachant qu'on va clairement pas partir sur un guerrier. Officier... Hein? Non, vers les archétypes. Utilisent leur volonté et leur sociabilité pour améliorer les capacités de combat de leurs alliés, donc c'est du support. Agent. Un agent utilise l'intelligence et la perception pour exploiter les vulnérabilités ennemies. Ok.
Un soldat est un expert des armes à distance, capable de trouver rapidement une position avantageuse, d'où il se tient prêt à faire feu sur l'ennemi. Formé à un vaste éventail d'armes, les soldats maîtrisent tout particulièrement les tirs en rafale et les armes de zone. Déplacement et attaque à distance, couverture, esquive, tir en rafale, attaque de zone. Maîtrise des armes à feu. Ok, mais on voit pas les styles d'armes qu'on maîtrise par contre. Mais soldats, ça m'intéresse. Assassin, c'est quoi? Ah, on peut pas voir. Imaginons, je prends guerrier, je pars sur assassin, non? Les assassins sont passés mettre dans l'art d'identifier les points faibles. Intéressant. Soldat ne permet pas d'avoir assassin. Bon, exemplaire, ok. Archi-militant. Maître tacticien. L'agent peut partir sur assassin, grand stratège, chasseur de primes. Patrouilleur, ça a l'air d'être... véritable guide pour ses alliés. Même confronté aux tirs extrêmes nourris, le patrouilleur ne fait que se renforcer dans le feu de la bataille. Leader en première ligne, soutien défensif, blessure temporaire. Ah, ça peut être intéressant de partir sur un tank aussi. Et du coup, si on prend un archétype là-dedans... Sachant qu'on a pris Monde Forge, donc on n'a pas de particularité, de tir en fait. On est juste bon sur des armements plasma fusion, mais rien ne nous empêche d'avoir un plasma dans la main et une arme de mêlée dans l'autre. Alors que le monde forteresse nous guiderait plus, du coup, dans les archétypes, sur un soldat. Qui ensuite partirait sur archi-militant ou chasseur de primes peut-être. On va prendre soldat. On va prendre soldat, on va faire un truc un peu classique. Et on fera patrouilleur avec quelqu'un d'autre en fait, c'est pas le problème. On fera soldat. Et du coup, maintenant qu'on a nos archétypes, qu'on a tout ça... Est-ce qu'on veut vraiment baron du crime ? En vrai, c'est intéressant, baron du crime, parce que t'as pas mal de petits bonus, t'as des choses à faire et tout. T'as le plan ultime qui permet de te soigner. C'est pas mal, c'est sympa. Et le monde forge, lui, me permet, si j'ai bonne mémoire, d'avoir accès à... Voilà, on peut partir armure lourde, on peut faire des choses. On va partir sur ça. Après, si on part pas armure lourde, parce que c'est un passif, l'armure lourde à proprement parler, on peut partir sur le monde forge. Au lieu d'avoir l'armure sous-cutanée, on peut prendre le système locomoteur, qui nous donne des bonus d'agilité et des points de déplacement. Et le déplacement, c'est très très fort dans les jeux, hein, c'est très fort. L'armure sous-cutanée, c'est un peu vouloir tenter d'être ultra protecteur. Avoir un tank, ça m'intéresse quand même.
Et on peut quand même passer sur archi-militant derrière, c'est pas un problème. Et on part armure lourde avec grosse protection et faire une brute épaisse en armure. Ouais, on va faire ça, on va en faire un tank. Je pense, on va peut-être partir patrouilleur. C'est intéressant, parce qu'au début, on n'aura peut-être pas forcément des grosses armes plasma ou quoi que ce soit. Sachant qu'on peut avoir deux styles d'armes, on peut avoir une arme secondaire à deux mains et une arme corps à corps, machin. Donc on va partir sur ça. Guerrier, ça me semble pas mal pour avoir une capacité de foncer sur les adversaires. Après, ça va mieux avec un commissaire ou un Astra. Et prendre le plan infaillible qui va potentiellement donner des chances d'esquive. Alors que noble. On part en tank. Et on a notre support qui vient avec nous et qui nous donne des bonus. Tout simplement. Allez, on va partir noble. Soyons fous. Persuasion. Heure la plus sombre. Résistance aux intoxications. Guerrier. Caractéristiques. On a 30 points disponibles. On a de l'endurance améliorée. On n'a pas de malus quelque part? Compétence d'armes, ça m'intéresse pour pouvoir frapper facilement. Et on avait vu que grosso modo, si je vais dans mes origines... Non, c'est dans Montforge. Il y a un truc comme ça qui joue, faut que je vois les stats qui m'intéressent. Intelligence. Endurance. Intelligence. Et on est déjà à 40 d'intel, hein, ce qui augmente notre logique, notre médicae, notre technomaîtrise, toutes les connaissances de l'impérium. La perception, bien sûr, ça c'est trop important, la perception. Voilà. L'endurance, on va l'augmenter, bien sûr, parce qu'on part sur un tank. La force détermine les dégâts en mêlée. Tac, tac. Voilà. Au début, les dégâts vont pas être non plus trop importants, je pense, mais avoir des capacités de toucher, c'est quand même bien. Et voilà, perception, endurance à fond. On peut peut-être baisser l'endurance. Non, on est bien. Vaisseau spatial, le Persévérance.
Alors, la frégate de classe Sword est un vaisseau spatial classique qui a fait ses preuves au cours des milliers de batailles auxquelles elles ont participé, et qui allie une bonne puissance de feu, une vitesse élevée et une capacité de survie respectable. Oh putain. Dimension estimée environ 1,6 km de long et entre 0,3 km de large. Tonnage estimé environ 6 mégatonnes. Équipage estimé 26 000 membres. Vaisseau amiral Von Valancius est le plus puissant des bâtiments de la dynastie Von Valancius. Chacun des systèmes dont est équipée cette frégate a été testé et fait ses preuves lors d'innombrables combats auxquels elle a participé. Ses armes et ses tourelles tirent des salves d'une grande précision. Ses moteurs à plasma sont robustes et fiables en conditions extrêmes. La taille et la manœuvrabilité de ce vaisseau amiral sont parfaites pour poursuivre les raiders qui sont plus petits et rapides. Comme pour prendre en chasse les innombrables pirates xénosés hérétiques des étendues de Coronus. De nombreux libres marchands Von Valancius ont salué les performances exceptionnelles de ce vaisseau. Et après quelques mises à jour mineures, le vaisseau amiral a continué à servir fidèlement la dynastie des Von Valancius. Glorieuse résilience. Alors, modifier le nom, bien évidemment. On applique. Tourment intérieur, on a de la résistance aux intoxications baissée. Ok, d'accord, on est pas mal sur pas mal de choses. Vous servez moi et on peut appliquer. Après, est-ce qu'on part vraiment sur un guerrier corps à corps? Ah. Oui, j'ai envie. J'ai envie de pouvoir foncer dans le tas. Incroyable, 1h20 de VOD et on n'a rien fait. Eh bah des bisous YouTube.